Bien, pour poursuivre sur ce cours, nous allons voir en petit 2 les fragilités d'un monde en développement, avec en petit a des revendications communes, l'aspiration à de nouveaux rapports nord-sud. Alors ces revendications communes sont évidemment partagées surtout par les pays du Sud qui souhaiteraient des rapports basés davantage sur la coopération et l'aide au développement plutôt que des rapports basés sur la domination politique et idéologique. Donc après les indépendances, hein, vous le savez, hein, le tiers-monde a gagné de très nombreux pays hein, qui sont venus s'ajouter hein, à l'ensemble dans un premier temps des pays non alignés. Et ce tiers-monde, hein, cette troisième partie du monde en dehors des pays qui sont du côté des États-Unis ou des pays qui sont du côté de l'URSS, ce tiers-monde, il devient majoritaire à l'Assemblée générale de l'ONU. À l'Assemblée générale de l'ONU, tous les pays sont réunis et chaque pays compte pour une voix. Or, dorénavant, le tiers-monde, ils sont majoritaires, hein, et quelques chiffres qui vous montrent l'évolution de cette majorité. Entre 1945 et 1981, par exemple, l'ONU va passer de 51 membres à 157 membres. Donc il a plus que triplé son nombre de membres. Et donc, parmi la centaine de nouveaux membres, eh bien, la très grande majorité sont des pays du tiers-monde, donc des pays en développement. Euh, et donc l'ONU va devenir la tribune où ces pays du tiers-monde qui condamnent notamment l'impérialisme des grandes puissances et vont appeler à la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors en 1961, preuve que le tiers-monde compte de plus en plus, c'est le Birman, donc un Birman, un homme politique qui vient de Birmanie, hein. Aujourd'hui on appelle plutôt ce pays le Myanmar, mais c'est un Birman qui s'appelle U Thant, qui devient premier secrétaire général, donc issu du tiers-monde. 3 ans plus tard, sous sa présidence, va naître le CNUSED en 1964 et va naître quelque temps après le groupe des 77. Donc ces deux organismes ou ces deux organisations vont témoigner de l'aspiration du tiers-monde à un nouvel ordre économique international. Alors, qu'est-ce que le CNUSED? Eh bien, le CNUSED, ça veut dire littéralement, c'est une abréviation que vous avez deviné, hein, ou du moins un sigle, hein, qui veut dire Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et cette conférence des Nations Unies, comme son nom l'indique, vise à favoriser le commerce et le développement, notamment des pays en développement, donc des pays du tiers-monde. Et donc, il vise à intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale, dans le commerce mondial, de façon à favoriser leur essor, c'est-à-dire leur développement. Ensuite, on a le groupe des 77. Alors, ce groupe de 77, il a été créé en 1967 et il vise par une déclaration commune qui a été faite lors d'une conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Il vise en fait à peser ce sont des pays du tiers-monde hein, qui essayent toujours sur le principe de l'union fait la force, de peser encore une fois sur les décisions notamment prises à l'Assemblée générale de l'ONU et de favoriser encore une fois le commerce et le développement des pays en développement. La première réunion importante de ce groupe des 77 pays aura lieu à Alger en 1977. Pardon, je voulais dire en 1967. Alors, ce groupe des 77, ah, je vais y arriver, pardon. Ce groupe des 77 a donc lancé un appel à l'ONU en octobre 67, disant le sort de plus d'1 milliard d'habitants du monde en voie de développement continue d'empirer du fait de l'évolution des relations économiques internationales. Donc il part d'un constat que la situation s'aggrave pour plus d'1 milliard d'habitants sur Terre et concentrés dans les pays en voie de développement. Euh, Cet appauvrissement, il est lié en fait à la diminution du pouvoir d'achat des exportations de ces pays en développement, qui se fait principalement en direction des pays développés, donc des pays du Nord. Et il constate également la quasi-stagnation de la production de denrées alimentaires, alors que dans le même temps, vous le savez, hein, la population de ces pays en développement s'accroît rapidement. Et donc,
le fait que on ne produit pas davantage de denrées alimentaires et que dans le même temps la population s'accroît rapidement, eh bien ça provoque un état chronique de sous-alimentation et de malnutrition. Donc clairement, pour employer des mots courants, ça provoque des famines, hein. Comme par exemple, il va y en avoir une au Nigeria dans la région du Biafra, un petit peu plus tard. Donc la communauté internationale, pour ce groupe des 77, a l'obligation de corriger ces tendances défavorables et de créer les conditions dans lesquelles toutes les nations pourront jouir du bien-être économique et social. Donc, il faut essayer de réduire ces inégalités et de favoriser donc le développement et de développer le commerce également pour permettre à ce milliard d'habitants de voir sa situation s'améliorer. Mais ces difficultés de développement persistent et donc les aides, notamment fournies par les États-Unis et les USA, restent encore bien souvent un soutien indispensable qui place finalement ces pays du tiers-monde bien souvent sous dépendance. Parce que forcément, si vous recevez de l'argent de la part des États-Unis ou de l'aide alimentaire ou de l'aide médicale, ou bien si vous avez des médecins qui vous sont envoyés par l'URSS, des techniciens, etc., eh bien, vous vous sentez redevable. Donc, même si vous avez la volonté de rester indépendant, forcément, vous n'allez pas mordre la main qui vous nourrit, comme le dit l'expression. Donc, il est difficile de rester totalement indépendant quand on n'arrive pas soi-même à être autosuffisant et qu'on a recours à l'aide des deux super grands. Donc, finalement, le tiers-monde, malgré sa volonté d'indépendance et d'autonomie, hein, par rapport aux deux superpuissants, eh bien, il devient davantage l'enjeu de la compétition entre ces superpuissances qu'un acteur autonome dans les relations internationales. Donc on peut parler vraiment finalement d'échec de cette politique du non-alignement. En petit b, nous allons voir des liens complexes avec les grandes puissances. Donc justement, on va voir les liens complexes de ces pays du tiers-monde, hein, complexes parce que vous verrez qu'il n'y a rien de simple dans leurs relations et qu'elles doivent se lire sous différentes focales. Et par exemple, il faut comprendre que donc le non-alignement, ça a été finalement une illusion, hein, certains pays y ont cru, mais pas longtemps, hein. Donc les nouveaux acteurs vont avoir du mal à s'affranchir de la logique bipolaire, hein, c'est-à-dire d'être ou avec les États-Unis ou l'URSS. Euh, le fait, par exemple, que Cuba et la Chine soient dans le tiers-monde bah, contribue à rendre illusoire la distance avec les deux grands, hein, puisque ce sont deux pays communistes et on se doute bien qu'ils sont beaucoup plus proches de l'URSS que des États-Unis. Euh, la Chine, alors, c'est un peu un cas particulier. C'est un cas particulier parce qu'elle accède à un statut de grande puissance après sa rupture avec l'URSS en 1960. Elle va détenir l'arme nucléaire à partir de 1964 et son président Mao entend incarner l'énergie révolutionnaire du tiers-monde. Et donc, lui, il juge que l'URSS a été compromise par la crise de Cuba, et notamment ses reculs et ses concessions face aux États-Unis, et que l'URSS aussi est compromise par la détente. Donc, au gros, l'URSS ne doit plus être un modèle pour le monde communiste et pour la révolution. Donc, c'est dorénavant la Chine qui va soutenir tout mouvement révolutionnaire, qu'ils aient lieu en Asie ou en Afrique. Ce qui fait que ce qu'on va appeler le maoïsme, c'est-à-dire l'idéologie selon laquelle la Chine va être le leader finalement de l'énergie révolutionnaire du tiers-monde, eh bien ce maoïsme va séduire idéologiquement une partie de la jeunesse occidentale, hein, qui vont davantage se retrouver dans le maoïsme que dans le communisme pur et dur de l'URSS. Mais l'isolement diplomatique de la Chine va la pousser à se rapprocher des États-Unis dans les années 70, ce qui va lui permettre de rentrer dans le Conseil de sécurité de l'ONU, hein, en 1971. Jusqu'à présent, la place qui était dévolue à la Chine était occupée par Taïwan, et dorénavant, c'est la République populaire de Chine communiste qui va remplacer Taïwan en 71. Et puis le président Nixon va lui-même se rendre en Chine en 1972, tel que vous le voyez ici, assis, entouré du Premier ministre chinois Zhou Enlai à gauche et du leader du Parti communiste de Shanghai à droite. Nixon étant évidemment au centre. Euh,
pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure sur le maoïsme, hein, et le fait que dorénavant la Chine se pose en leader des aspirations révolutionnaires du tiers-monde, vous avez ici une affiche de propagande de 1964, hein, où on vous dit dans le paratexte, la Chine populaire de Mao, puissance régionale en Asie, veut prendre la tête de la lutte des pays du tiers-monde contre les États-Unis qui commencent à intervenir au Vietnam. Le tiers-monde est ici représenté par la place Tiananmen, sur la place pardon, Tiananmen, qui est la place principale à Pékin, devant le palais de l'Assemblée du peuple, et on voit, hein, que devant les drapeaux rouges communistes et le portrait géant de Mao, on voit des représentants de tous les peuples colonisés, ou de tous les peuples en tout cas de la Terre. On voit des peuples asiatiques, des peuples africains, des peuples sud-américains, et qui sont dans une attitude guerrière qui symbolise leur côté révolutionnaire. Et ici, on a l'oncle Sam américain avec sa bombe atomique qui a l'air de fuir devant ces peuples en armes, ces peuples révolutionnaires. Et donc la Chine, durant ces années, va devenir un acteur de plus en plus important dans la région, hein, avec certains pays dans lesquels elle va intervenir, notamment militairement à l'occasion de guerres, hein. Par exemple, rappelez-vous le rôle que joue la Chine en Corée du Nord, hein. La Chine va également soutenir les Khmers rouges au Cambodge, par exemple. La Chine va, dans les années 50, dès l'accession au pouvoir de Mao, envahir le Tibet également. En 1962, il y aura une guerre entre la Chine et l'Inde, hein, on dit sino-indienne. Et puis en 1969, il y aura même une guerre localement sino-soviétique, hein, évidemment sans en arriver à l'utilisation d'armes atomiques. Donc ça vous montre à quel point dorénavant, eh bien, sans oublier, pardon, l'intervention et l'aide des Chinois au nord vietnamien pendant la guerre du Vietnam, ça montre que dorénavant la Chine est véritablement un acteur de première place dans l'Asie de l'Est, puisqu'elle intervient dans de nombreux conflits avec des pays frontaliers, et que elle soutient militairement des pays du bloc de l'Est en opposition avec des pays du bloc de l'Ouest, comme par exemple le Vietnam ou la Corée du Nord. Bien, voilà pour ce qui est du cours aujourd'hui. Nous poursuivrons la prochaine fois sur le cas du Moyen-Orient, un foyer de conflit majeur dans les tiers-mondes. Mais ça sera une nouvelle histoire. Sur ce, les terminales, j'espère que vous êtes allés au bout de ces 4 vidéos. C'était un peu long, mais c'est 2 heures de cours, il faut dire. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end, une bonne journée, la santé, et on se retrouve lundi.